Ce jour fatidique, une tornade a dévasté la maison que ma femme et moi avions construite pendant 10 ans. Désespéré, j'ai appelé mes parents, tremblant, suppliant de pouvoir rester avec eux. Ils ont accepté. Mais quand je suis arrivé avec ma femme et mes enfants, la porte s'est refermée avec une déclaration froide. Ton frère est là. Il n'y a pas de place pour ta famille. Je suis resté figé dans la rue, un homme sans foyer. Juste au moment où tout espoir semblait perdu, une voiture de luxe s'est arrêtée. Un jeune homme en est sorti. Le garçon sans abri que j'avais aidé autrefois. Maintenant millionnaire, il a murmuré, c'est à mon tour de te rendre l'appareil. Bonjour, je m'appelle Coulter Webb. J'habite à Wichita, au Kansas, une ville qui n'a pas grand-chose à offrir au-delà de champs infinis et de vents soudains qui peuvent changer des vies en un clin d'œil. Je suis agent de sécurité dans un grand supermarché en périphérie de la ville. Un travail qui n'est pas glamour avec un salaire à peine suffisant, mais qui permet de nourrir ma petite famille. Ma femme, Alexis, est infirmière à temps partiel, et nous avons 2 enfants. Emma, 8 ans, avec un sourire aussi éclatant que le soleil du matin, et Randy, 5 ans, un garçon curieux dont les mains et les pieds sont toujours en train de faire des bêtises. Nous vivons dans une modeste maison défraîchie, sa peinture s'écaille et les tuiles du toit cliquettent sous une pluie battante. Mais c'est la nôtre. Un endroit dans lequel j'ai mis toute ma sueur pour le réparer, de la bibliothèque du salon à la clôture en bois du jardin. Pour moi, c'est plus qu'une maison. C'est notre monde. Un foyer que je suis fier d'avoir construit de mes propres mains. Ce jour-là, c'était un chaud après-midi de mai. L'air portait l'odeur de l'herbe fraîchement coupée. Je venais de terminer mon service à 16 heures, fatigué mais soulagé, impatient de rentrer chez moi auprès de ma famille. Toujours dans mon uniforme de sécurité trempé de sueur, je conduisais notre vieux pick-up. La radio jouait une chanson country familière qu'Alexis fredonnait souvent. Sur le chemin, j'ai pensé au projet du week-end. Réparer le petit jardin où Alexis voulait planter des marguerites et des parcelles de légumes. Elle disait que le jardinage l'aidait à oublier le stress de ses gardes à l'hôpital. Pour moi, je voulais juste la voir sourire. Le sourire qui a réchauffé mon cœur depuis que je l'ai rencontré il y a 10 ans. Quand je suis rentré à la maison, le son des rires d'Emma et de Randy m'a accueilli depuis le salon. Emma essayait d'apprendre à Randy à jouer aux dames, mais il n'arrêtait pas de subtiliser des pions, ce qui l'a poussé à s'énerver. Randy, ne triche pas. J'ai gloussé, j'ai accroché ma veste au porte-manteau et je suis entré dans la cuisine. Alexis se tenait à l'évier, les cheveux attachés, en train de laver la vaisselle du déjeuner. Elle s'est retournée, esquissant un doux sourire. Tu es de retour. Comment s'est passée ta journée? Sa voix était si douce qu'elle semblait à elle seule pouvoir effacer ma fatigue. Comme d'habitude, ai-je répondu en l'enlaçant par derrière, posant mon menton sur son épaule. J'ai attrapé un gamin qui essayait de fourrer un sac de chips dans son pantalon au magasin. Alexis a gloussé, se retournant pour me pincer le nez. Tu es le super-héros du supermarché. Nous avons discuté du jardin, de l'achat de bois pour une nouvelle clôture et de la demande d'Emma pour un lapin de compagnie. La vie semblait si simple, je pensais que je n'avais besoin de rien de plus. Mais tout a changé en un instant. J'étais sur le canapé en train de regarder Randy jouer avec des Legos quand la sirène de tornade a hurlé au loin. Le son était aigu, perçant l'air comme un avertissement de mort. J'avais vécu au Kansas toute ma vie, donc la sirène n'était pas nouvelle, mais cette fois, c'était différent, plus fort, plus urgent, comme si le ciel lui-même criait. Je me suis levé d'un bond, le cœur battant la chamade. Alexis, ai-je appelé, la voix rauque. Elle s'est précipitée de la cuisine, les yeux écarquillés, les mains encore mouillées de l'eau de vaisselle. Coulter, est-ce que, a-t-elle commencé, mais je l'ai coupée. Tornade, à l'abri, maintenant. J'ai pris Randy dans mes bras et j'ai attrapé la main d'Emma. Allez les enfants. Dépêchez-vous. Les yeux d'Emma brillaient de larmes, paniqués, tandis que Randy s'agrippait à mon cou, tremblant. Papa, qu'est-ce qui se passe, a-t-il gémi. Je voulais répondre, les réconforter, mais ma gorge s'est nouée. J'ai juste serré la main d'Emma, entraînant la famille vers la porte arrière, vers l'abri anti-tempête. Le ciel à l'extérieur n'était plus le bleu doux de l'après-midi. Il était devenu d'un étrange vert noir d'encre, comme si quelqu'un avait renversé de l'encre dans les cieux. Le vent hurlait, soulevant la poussière et les feuilles. Quelque part, une vitre s'est brisée, le son aussi aigu qu'un cri. J'ai ouvert la trappe de l'abri, un petit bunker en béton,
et j'ai poussé Alexis et les enfants à l'intérieur. « Entrez vite !» ai-je crié, essayant de couvrir le bruit du vent. Alexis a tenu Randy, serrant Emma contre elle, et j'ai claqué la trappe, la verrouillant fermement. À l'intérieur, l'abri était d'un noir d'encre, éclairé seulement par une faible lanterne dans un coin. L'air était humide, lourd de l'odeur de la terre. Emma sanglotait doucement, s'accrochant à sa mère, tandis que Randy s'agrippait à moi, ses petites mains tremblantes. « Papa, j'ai peur » a-t-il murmuré. J'ai caressé sa tête, forçant un sourire rassurant. « C'est bon, mon grand. C'est juste un gros vent. On est en sécurité ici. » Mais à l'intérieur, je savais que je mentais. Le vent au-dessus n'était pas juste du vent. C'était un monstre qui rugissait et fracassait, affamé de dévorer le monde. Nous nous sommes blottis dans un coin, mes bras autour d'Alexis et des enfants. Au-dessus, des bruits horribles ont éclaté, du bois qui craque, du verre qui se brise, des tuiles de toit qui s'arrachent. Notre maison, le foyer que j'avais passé des années à construire, était en train d'être démoli. J'ai entendu un craquement écœurant, comme si les os de la maison criaient d'agonie. Alexis a serré ma main, ses ongles s'enfonçant dans ma peau, mais je n'ai ressenti aucune douleur, seulement de la peur, une peur froide et perçante comme de la glace inondant ma poitrine. Je ne sais pas combien de temps cela a duré, peut-être quelques minutes, mais cela m'a semblé une éternité. Puis le vent s'est calmé, le rugissement du monstre s'estompant, laissant un silence sinistre. Mon cœur battait toujours à tout rompre alors que j'attendais un instant de plus avant d'oser ouvrir la trappe. « Restez ici » ai-je dit à Alexis, la voix rauque. Elle a hoché la tête, les yeux rouges, tenant fermement les enfants. Je suis sorti, poussant la trappe. La faible lumière du crépuscule s'est infiltrée, mais le spectacle devant moi m'a laissé sans voix. Notre maison avait disparu. Il ne restait que des décombres. Du bois éclaté, des briques cassées, des éclats de verre scintillant dans la lumière déclinante. La cuisine où Alexis faisait la vaisselle. Le salon où les enfants jouaient aux dames. La chambre où nous étions allongés ensemble, rêvant de l'avenir. Tout était réduit en débris. La poupée d'Emma gisait seule parmi les briques. Une photo de famille reposait dans la terre, son verre brisé. Nos sourires, un rappel cruel de ce qui avait été perdu. Je suis retourné à l'abri, forçant ma voix à rester calme. Alexis, monte. Elle est sortie, tenant Randy, Emma la suivant. Alors que nous nous tenions au milieu des décombres, personne ne parlait. Alexis a couvert sa bouche, des larmes coulant sur son visage. Emma s'est accrochée à sa jambe, et Randy m'a regardé, déconcerté. « Papa, où est notre maison ?» a-t-il demandé, la voix brisée. Je me suis agenouillé, le serrant dans mes bras, mais je n'avais pas de réponse. Mon cœur était écrasé. Tout ce que j'avais construit, tout ce que j'aimais, avait été balayé en quelques minutes. Debout dans les ruines de notre maison, j'ai senti le monde s'effondrer sous mes pieds. Mais en regardant Alexis et les enfants, je savais que je ne pouvais pas craquer. Pas maintenant. J'ai pris la main de ma femme, la serrant fort, et j'ai dit, ma voix rauque, on s'en sortira. Je te le promets. Mais cette promesse, je n'étais pas sûr de pouvoir la tenir. Cette nuit-là, notre gentille voisine Suzanne nous a laissé rester chez elle. Elle vivait seule dans une petite maison à quelques rues de là, épargnée par la tempête avec seulement quelques branches cassées. Son salon exigu sentait faiblement les vieux biscuits, mais pour nous, c'était une bénédiction. Alexis s'est blotti avec les enfants sur le canapé pendant que je m'asseyais contre le mur, les yeux grands ouverts dans l'obscurité. Les légers ronflements de Randy se mêlaient aux sanglots discrets d'Emma, me serrant la poitrine. Je ne pouvais pas dormir. Non pas à cause du sol dur ou du froid qui s'infiltrait à travers mes vêtements, mais parce que mon esprit était inondé d'une seule question. Où irons-nous demain? Des souvenirs de notre ancienne maison n'arrêtaient pas de défiler. La table de la salle à manger où nous nous réunissions chaque soir. Le jardin où Alexis plantait soigneusement des fleurs. Le fauteuil usé où je lisais aux enfants. Tout cela n'était maintenant que décombres et souvenirs. Le lendemain matin, une faible lumière du soleil filtrait à travers la fenêtre de Suzanne, mais elle ne pouvait pas lever la lourdeur dans mon cœur. Alexis s'est assise, les cheveux en désordre, les yeux cernés de fatigue. Elle a essayé de sourire, mais je savais qu'elle cachait sa peur. « Que faisons-nous, Coulter ?» a-t-elle murmuré, sa voix si douce que j'ai dû me pencher pour l'entendre. Je voulais répondre, dire quelque chose de certain, mais ma gorge était sèche.
Je ne pouvais que la serrer dans mes bras, laissant sa chaleur m'empêcher de sombrer dans le désespoir. Puis j'ai pensé à mes parents. Ils vivaient dans la banlieue de Wichita, à moins de 30 minutes. Leur maison était spacieuse, avec une chambre d'amis à l'étage et un grand canapé dans le salon où j'avais dormi pendant les vacances. Je leur demandais rarement de l'aide, non par fierté, mais parce que je savais que je n'étais jamais leur priorité. Mais maintenant, avec notre monde balayé par la tornade, je n'avais pas d'autre choix. Mes mains tremblaient en composant leur numéro. Le téléphone a sonné, chaque tonalité s'étirant comme un siècle jusqu'à ce que la voix calme de ma mère réponde. « Maman » ai-je commencé, la voix chancelante. Notre maison, elle a disparu. La tornade a tout détruit. Alexis, les enfants et moi, nous n'avons plus rien. Pouvons-nous rester avec vous un moment? J'ai fait une pause, attendant, le cœur battant la chamade. Il y a eu un long silence avant qu'elle ne réponde, sa voix douce. Rentre à la maison, Coulter. Je vais préparer les choses. Ces mots étaient comme une brise chaude dans ma poitrine glacée. Je me suis tourné vers Alexis, lui serrant la main, et j'ai murmuré, on va rester un peu chez mes parents. Le sourire d'Alexis a vacillé, faible mais plein d'espoir. Emma a levé les yeux de son oreiller, les yeux pétillants. On va vivre avec mamie et papy? Randy a renchéri, sa voix petite. J'aime la chambre de papy avec la lampe bateau. J'ai hoché la tête. Ouais, on va rester avec eux un moment, ai-je dit en forçant un sourire. Ce matin-là, nous avons rassemblé le peu qu'il nous restait. Quelques vêtements, une couverture et la poupée déchirée d'Emma que j'avais récupérée des décombres. Tout tenait dans le coffre de notre vieux pick-up. La seule chose indemne de la tempête. Sur la route de la maison de mes parents, l'air dans le camion était lourd, mais il y avait une lueur d'espoir. Emma et Randy bavardaient sur leurs grands-parents, la chambre à l'étage et leur vieux chat avec qui les enfants aimaient jouer. Alexis tenait ma main en silence, mais ses yeux semblaient dire « ça va aller ». J'ai serré sa main, essayant d'y croire. Mais quand nous nous sommes garés devant la maison familière de mes parents, une vague de malaise m'a envahi. Le toit de tuiles rouges, les érables dans le jardin, les fenêtres étincelantes, tout était pareil. Mais quelque chose n'allait pas. Des rires s'échappaient de l'intérieur. Pas les voix de mes parents, mais celles de mon jeune frère Vincent, ainsi que de sa femme et de leurs 2 enfants. Je suis sorti, le cœur lourd. Alexis a suivi, portant Randy et tenant la main d'Emma. Alors que nous atteignions la porte, mes parents sont sortis, leur visage montrant de l'inconfort au lieu de la joie que j'avais espérée. « Coulter » a dit ma mère, la voix hésitante. Je suis vraiment désolé, mais Vincent et sa famille viennent de nous rendre visite. La maison est pleine. Vous devrez trouver un autre endroit où rester pour le moment. Je me suis figé, incapable de croire à mes oreilles. À travers la porte, j'ai vu le salon spacieux, le canapé vide. Vincent était à l'intérieur, riant nonchalamment avec sa femme, inconscient de notre situation. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de garder ma voix stable. Maman, on pourrait dormir sur le canapé ou juste dans un coin du salon. On n'a pas besoin de beaucoup, juste d'un endroit pour passer cette épreuve. Je suppliais presque, la voix tremblante, espérant une once de compassion. Mais elle a secoué la tête, ses yeux évitant les miens. Coulter, tu sais comment c'est. La maison est bondée. Vincent et sa famille ont besoin d'espace. Je ne peux pas laisser les enfants être à l'étroit. Trouve un autre endroit. C'est juste temporaire. Mais maman, ai-je balbutié, luttant pour rester calme. On n'a nulle part où aller. Notre maison. Elle a disparu. Elle m'a regardé, son expression apitoyée, mais ferme. Je sais, mais Vincent est arrivé le premier, et sa famille est plus grande. Je ne peux pas les mettre dehors. Tu comprends, n'est-ce pas? Mon père se tenait derrière elle, silencieux, évitant mon regard. J'ai eu l'impression que mon sang se glaçait. Alexis a baissé la tête, serrant l'épaule d'Emma, cachant sa douleur. Emma m'a regardé, confuse. Papa, mamie et papy ne veulent pas de nous? Randy a tiré sur ma chemise, sa voix tremblante. Je veux dormir dans la chambre de papy. Je me suis agenouillé, les serrant dans mes bras, mais les mots me manquaient. Des souvenirs de mon enfance ont refait surface. Des moments où Vincent était favorisé, défendu, tandis que j'étais mis de côté, jugé sans importance. Quand je me suis cassé le bras,
papa a dit, tu es un garçon. Une petite douleur, ce n'est rien. Quand j'ai demandé de l'argent pour des livres, maman a dit, Vincent a besoin de nouvelles chaussures de basket. Attends ton tour. De vieilles blessures que je croyais guéries ont saigné à nouveau. J'ai dégluti difficilement, je me suis levé et j'ai forcé ma voix à rester calme. Je comprends. Mais je ne comprenais rien du tout. Je savais seulement que mes propres parents nous avaient rejetés alors que nous n'avions nulle part où aller. Je me suis retourné, ramenant Alexis et les enfants au camion. Alexis essuyait ses larmes en silence. Emma et Randy s'accrochaient à mes mains, leurs yeux déchirant mon cœur. En démarrant le moteur, son rugissement ne pouvait pas étouffer le vide glacial dans ma poitrine. Le fragile espoir auquel je m'étais accroché s'était éteint, laissant une blessure plus profonde que la destruction de la tornade. Je me suis éloigné de la maison de mes parents, mes yeux évitant le rétroviseur où la maison familière s'estompait au loin. Alexis était assise à côté de moi, silencieuse, les mains jointes fermement sur ses genoux. Emma et Randy étaient à l'arrière, ne bavardant plus comme ils l'avaient fait à l'aller. Randy serrait la poupée déchirée d'Emma, regardant par la fenêtre, tandis qu'Emma se penchait contre sa mère, ses petites épaules tremblant légèrement. Je voulais parler, les réconforter, mais les mots se sont dissous, ne laissant qu'un lourd silence. J'ai continué à rouler, sans destination en tête, désespéré d'échapper à la piqûre d'être rejeté par ma propre chair et mon propre sang. Finalement, je nous ai emmenés dans un abri d'urgence mis en place par la Croix-Rouge au lycée local, le seul endroit auquel j'ai pu penser après que mes parents nous aient tourné le dos. En entrant dans le gymnase de l'école, une scène chaotique s'est déroulée. Des centaines de personnes s'entassaient dans l'espace vaste mais étouffant, étendues sur de minces matelas pneumatiques drapés de couvertures usées. L'air était épais de l'odeur de moisissures humides, de sueur et de conserve. Les pleurs des enfants, les gémissements des personnes âgées souffrant de douleur ou d'épuisement, et les disputes incessantes des adultes remplissaient la pièce. J'ai serré la main d'Alexis, la guidant ainsi que les enfants à travers la foule pour trouver un petit coin où nous installer. On nous a donné quelques fines couvertures et un matelas près d'un mur en béton froid. Pas de cloison, pas d'intimité, juste les regards las et désespérés d'étrangers. Alexis a étendu les couvertures, essayant de faire une place pour Emma et Randy. « Dormez, les enfants » a-t-elle murmuré, sa voix douce mais tremblante. Emma a secoué la tête, serrant sa poupée déchirée, les yeux rouges. « C'est trop bruyant, maman. J'ai peur. » Randy s'est accroché à moi, sa voix minuscule. « Papa, quand est-ce qu'on rentre à la maison ?» Je me suis agenouillé, le serrant dans mes bras, mais sa question m'a poignardé le cœur. « Bientôt, ai-je dit, bien que je n'ai aucune idée de quand, bientôt, serait. » Les jours à l'abri ont été une série d'épreuves. Chaque matin, nous faisions la queue pour la nourriture. Du pain sec, des haricots en conserve et une petite bouteille d'eau. Une fois, un homme costaud, le visage rouge de colère, s'est jeté pour arracher une conserve de haricots des mains d'une femme. « C'est à moi » a-t-il beuglé. J'étais à proximité, voyant ses yeux effrayés, et je suis intervenu, gardant ma voix calme. Et, doucement. Il y en a assez pour tout le monde. Il m'a fusillé du regard, les yeux sauvages, mais a marmonné quelque chose et s'est éloigné. Alexis m'a tiré en arrière en chuchotant, « Ne t'en mêle pas, Coulter. Tu n'as pas besoin de jouer les héros. » Les conflits ne se sont pas arrêtés là. Un après-midi, Emma a crié quand un autre enfant a attrapé sa poupée déchirée. Les parents du garçon se sont lancés dans une dispute avec Alexis, leur voix couvrant les pleurs d'Emma. Ils jouaient juste. Pourquoi en faire toute une histoire, a crié la mère en pointant le visage d'Alexis. Je me suis précipité, tirant Emma derrière moi, essayant de calmer les choses. Ce ne sont que des enfants. Rendons-lui sa poupée. Ils l'ont jetée par terre avec des regards hostiles qui m'ont glacé, puis sont partis. Emma l'a ramassée, la serrant fort, des larmes coulant sur son visage. Cette nuit-là, j'ai surpris quelqu'un en train de fouiller dans notre sac, essayant de voler notre dernière bouteille d'eau. J'ai attrapé son poignet, ma voix basse et ferme. « Remets-la. » Il a tressailli, a marmonné des excuses et s'est glissé dans l'ombre. Alexis m'a regardé, les yeux inquiets. « Coulter, tu dois faire attention. Ce n'est pas sur ici. » J'ai hoché la tête, mais à l'intérieur, je me sentais impuissant. Je pensais pouvoir protéger ma famille, mais dans ce chaos, je me sentais comme un moins que rien. Chaque nuit, alors qu'Alexis et les enfants s'endormaient d'un sommeil agité, je restais éveillé, veillant.
Les pleurs, les disputes et le vent sifflant à travers les fissures du gymnase se mêlaient en une symphonie de désespoir. Dans l'obscurité, de vieux souvenirs ont refait surface, vifs et douloureux. Je me suis souvenu des soirs d'enfance où maman faisait la soupe de pommes de terre préférée de Vincent pendant que j'avais les restes. Je me suis souvenu que Vincent avait de nouvelles chaussures de basket alors que je portais des chaussures déchirées à l'école. Je me souviens du regard indifférent de papa quand j'ai partagé mon rêve de devenir ingénieur, disant « c'est Vincent qui a un avenir ». Ces souvenirs que je pensais enterrer m'ont assailli. Le rejet de mes parents n'était pas la première fois qu'ils me tournaient le dos, mais c'était la plus douloureuse. Ils ont choisi Vincent, comme toujours, laissant ma famille à la dérive quand nous en avions le plus besoin. J'ai regardé Alexis, tenant Emma et Randy près d'elle, les cheveux en désordre, le visage émacié, mais toujours aussi belle que le jour où nous nous sommes rencontrés. J'ai pensé à ma promesse. On s'en sortira. Mais dans cet abri, parmi les étrangers et le chaos, je ne savais pas comment la tenir. Je ne pouvais que serrer ma famille dans mes bras, essayant de les protéger de la tempête invisible qui déchirait encore mon cœur. Les jours à l'abri s'étiraient sans fin. Chaque matin, je me réveillais avec un mal de dos à cause du mince matelas pneumatique. Les pleurs des enfants et les disputes des adultes résonnaient dans ma tête. Alexis essayait de remonter le moral des enfants, leur racontant des histoires, chantant des berceuses qu'elle chantait quand Emma était bébé. J'ai surpris l'inquiétude croissante dans ses yeux, comme si elle voulait demander « Quelle est la suite pour nous ?» Emma est devenue plus silencieuse, serrant sa poupée déchirée, tandis que Randy s'accrochait à moi, posant des questions auxquelles je ne pouvais pas répondre. Un matin, après près d'une semaine dans l'abri bondé, j'ai décidé de retourner aux ruines de notre ancienne maison. Je ne savais pas ce que j'espérais trouver. Un souvenir, un morceau de mémoire, ou juste le sentiment que je n'avais pas tout perdu. Alexis voulait venir, mais je lui ai dit de rester avec les enfants. Je reviens bientôt, ai-je dit en l'embrassant sur le front. Elle a hoché la tête, mais ses yeux semblaient me retenir, comme si elle avait peur que je disparaisse dans les décombres. J'ai conduit le vieux pick-up jusqu'à ce qui était autrefois notre maison. La scène était toujours un cauchemar. Du bois éclaté, du verre brisé et des affaires éparpillées. J'ai traversé les débris, mes bottes s'enfonçant dans la poussière et la terre. J'ai trouvé un cadre photo, notre photo de famille du 7e anniversaire d'Emma, nous quatre rayonnant sous le soleil d'été. Le verre était brisé, mais le sourire d'Alexis brillait toujours. Les yeux de Randy pétillaient de malice, et Emma portait son nœud rose dans les cheveux. J'ai serré le cadre, le cœur endolori. Agenouillé, j'ai fouillé dans les décombres, espérant récupérer quelque chose de plus. Alors que je tamisais les décombres, le bruit d'un moteur a ronronné au loin. J'ai levé les yeux pour voir une élégante voiture de luxe noire s'arrêter au bord du trottoir. Un jeune homme en est sorti, vêtu d'un costume impeccable, sa démarche assurée, mais ses yeux débordant d'émotion. Il était jeune, peut-être dans la fin de la vingtaine, dégageant un succès que je n'avais vu qu'à la télévision. J'ai froncé les sourcils, me demandant ce qu'il faisait dans cet endroit désolé. Il s'est dirigé droit vers moi, son regard fixé sur le mien comme s'il avait trouvé quelque chose de vital. « Coulter » a-t-il dit, sa voix basse mais chaleureuse. J'ai hoché la tête, méfiant. « Qui êtes-vous » ai-je demandé, serrant toujours le cadre photo comme un bouclier. Il a souri, un sourire à la fois inconnu et étrangement familier. « Je suis Thiago » a-t-il dit, faisant une pause comme s'il attendait une reconnaissance. Mais je n'ai rien trouvé. Mon esprit, épuisé par des jours à l'abri, était vide. Voyant mon silence, il a continué, « Vous ne vous souvenez pas de moi, mais il y a 7 ans, vous m'avez sauvé la vie. » Je me suis figé, essayant de fouiller dans mes souvenirs. Thiago s'est approché, sa voix s'adoucissant d'émotion. « J'étais le gamin sans abri qui s'est effondré à votre portail. » Et puis, comme une inondation, le souvenir d'il y a 7 ans est revenu en force, aussi vif que s'il datait d'hier. C'était une nuit pluvieuse, le vent hurlant à travers les fissures des fenêtres. Alexis était près du berceau, chantant à Emma, qui n'avait alors qu'1 an. Comme à mon habitude, j'ai pris un parapluie pour vérifier le portail et la clôture avant de me coucher. C'est là que j'ai vu une petite silhouette recroquevillée par terre, tremblant de froid. Le garçon était maigre, ses cheveux plaqués sur son front, ses yeux ternes de fièvre, mais vacillant d'une volonté désespérée de vivre. Sans réfléchir, je l'ai fait entrer. Alexis, voyant le garçon trempé et frissonnant, l'a enveloppé dans une couverture et lui a préparé du thé au gingembre pendant que je le séchais et que je cherchais des médicaments contre la fièvre.
Dans les jours qui ont suivi, nous l'avons laissé dormir sur notre vieux canapé, lui donnant de simples mets chauds bols de soupe. Il s'est rétabli lentement, toujours timide, les yeux méfiants, comme s'il avait peur d'être un fardeau dans notre maison déjà exiguë. Puis un matin, le canapé était vide. Sur l'oreiller, il y avait une note griffonnée. Merci pour tout. Je ne veux pas être un fardeau. Je m'appelle Thiago. Un jour, je reviendrai vous trouver. Thiago, ai-je marmonné, la voix étranglée. Tu es le gamin qui est resté avec nous il y a 7 ans. Thiago m'a regardé, les yeux débordant d'émotion. Oui, Coulter. Quand j'ai entendu parler de la tornade à Wichita, j'ai immédiatement pensé à toi et à Alexis. Sans vous deux, je ne sais pas comment j'aurais survécu. Je serais peut-être mort cette nuit froide et pluvieuse. Il a fait une pause, prenant une profonde inspiration. Ses yeux brillaient de souvenirs lointains, à la fois douloureux et chaleureux. Aujourd'hui, je suis ici pour vous rendre l'appareil. Je suis resté là, le cadre photo froid dans mes mains, luttant pour comprendre ses mots. Thiago a continué, sa voix stable mais résolue, comme s'il était déterminé à me faire comprendre son parcours. Après avoir quitté votre maison, j'ai erré un moment, mais votre gentillesse m'a donné de l'espoir, Coulter. C'était comme une petite flamme, assez pour m'empêcher d'abandonner. Puis un jour, une famille à Topeka m'a recueilli. Ils m'ont donné un foyer, m'ont envoyé à l'école. J'ai étudié comme un fou, sachant que c'était ma seule chance d'échapper à mon passé. J'ai obtenu mon diplôme universitaire en finance et j'ai créé une entreprise. Maintenant, je possède une société de technologie valant des millions, avec des bureaux à New York et à San Francisco. Je ne suis plus ce gamin sans abri, mais je n'ai jamais oublié la nuit où vous m'avez trouvé à votre portail, quand je pensais que j'allais mourir de froid et de fièvre. Les mots de Thiago étaient comme une brise chaude s'infiltrant à travers les fissures de mon cœur. Je l'ai regardé, un jeune homme dans un costume cher debout au milieu des ruines de ma vie. Pourtant, ses yeux étaient les mêmes que ceux de ce garçon maigre, plein de désir et de gratitude. Je ne savais pas quoi dire, je ne sentais qu'une petite étincelle de lumière dans l'obscurité des derniers jours. Mes parents m'avaient tourné le dos. Mais voici quelqu'un qui était autrefois un étranger. Un garçon que j'ai aidé par simple compassion, maintenant debout devant moi, apportant un monde auquel je ne m'attendais pas. Thiago n'était pas de mon sang, mais à ce moment-là, il me semblait plus de la famille que quiconque m'avait jamais abandonné. Thiago s'est approché, posant une main sur mon épaule, sa voix chaleureuse mais résolue. Coulter, tu ne m'as pas seulement sauvé de la mort cette nuit-là. Toi et Alexis, vous m'avez donné quelque chose de plus grand. La foi que la vie valait encore la peine d'être vécue, qu'il y avait encore de bonnes personnes dans ce monde. Sans vous, je ne serais pas là aujourd'hui avec une entreprise, avec quoi que ce soit. Il a fait une pause, ses yeux brillants comme s'il revivait ses jours difficiles. J'ai atteint des sommets que je n'aurais jamais rêvés. J'ai accompli tout ce que j'avais autrefois désiré. Mais tout a commencé avec la soupe chaude d'Alexis, cette couverture était mot. Ça va aller, gamin. Maintenant, c'est à mon tour de t'aider. Ces mots étaient comme un courant chaud s'écoulant à travers les fissures de mon cœur, apaisant le froid des derniers jours. Je voulais répondre, dire qu'il n'avait pas besoin de faire quoi que ce soit, que je n'avais fait que ce que n'importe qui aurait fait. Je n'étais pas habitué à être aidé. Toute ma vie avait été une série de portages de fardeaux. De longues gardes de nuit au supermarché. Des mois à économiser chaque centime pour réparer le toit. Des nuits blanches à tenir Alexis quand elle s'inquiétait des frais de scolarité des enfants. Je m'étais toujours dit que je devais être fort, le pilier de ma famille. Mais maintenant, debout devant Thiago, je me sentais petit, comme un homme sombrant dans une tempête sans rien à quoi se raccrocher. Thiago semblait lire l'hésitation dans mes yeux. Il a souri, un sourire doux mais déterminé, comme s'il était préparé à toute objection. Coulter, je ne suis pas seulement là pour te dire merci. Je veux vous aider, toi et ta famille, à vous remettre sur pied après cette tempête. Pour commencer, j'ai un appartement de luxe dans une de mes propriétés en plein centre-ville de Wichita. Il est vacant, entièrement meublé, chambre, cuisine, tout ce dont votre famille a besoin. Je veux que vous, Alexis et les enfants, emménagiez aujourd'hui. Pas de loyer, pas de soucis. Considérez-le comme votre maison. J'ai ouvert la bouche pour protester, pour dire que nous ne pouvions pas accepter, que sa gentillesse était trop grande, trop pour que je puisse jamais la rembourser. Mais Thiago a levé une main, sa voix plus ferme. Il y a plus, a-t-il continué.
Je sais que vous attendez l'assurance, mais cela pourrait prendre des mois, voire des années. Je fournirai un soutien financier pour aider votre famille à traverser cette épreuve. De nouveaux vêtements pour les enfants, des produits de première nécessité, tout pour qu'ils se sentent en sécurité. Je suis resté figé, mon esprit tourbillonnant comme si j'étais pris dans une autre tornade. Un appartement de luxe, un soutien financier. C'était comme un rêve, le genre qui suscitait à la fois l'espoir et la peur. J'ai regardé Thiago, cherchant dans ses yeux le moindre soupçon de pitié, mais je n'en ai trouvé aucun. Juste de la sincérité, une détermination à rembourser ce qu'il sentait qu'il devait. J'ai pensé à l'abri où Alexis cachait ses larmes pour que les enfants n'aient pas peur. Où Emma s'accrochait à sa poupée déchirée comme si c'était tout ce qui lui restait. Où Randy me demandait tous les soirs, « Papa, quand aurons-nous une nouvelle maison ?» J'ai pensé à ma promesse. On s'en sortira. Thiago, ai-je finalement dit, ma voix tremblant comme s'il me fallait toute ma force pour parler. Tu n'es pas obligé de faire ça. Tu ne me dois rien. À l'époque, je voulais juste aider un gamin qui en avait besoin. Je n'attendais pas de remboursement. J'ai baissé les yeux, serrant le cadre photo, sentant ma fierté m'empêcher d'accepter cette aide. Thiago a secoué la tête, son sourire teinté de tristesse. Tu ne comprends pas, Coulter. Ta gentillesse n'était pas juste un bol de soupe ou une couverture. C'est pourquoi je n'ai pas abandonné. Pourquoi j'ai cru que je pouvais faire quelque chose de moi-même. Tu m'as donné un nouveau départ. Maintenant, laisse-moi faire de même pour toi. Il a serré mon épaule plus fort, ses yeux me transperçant. Laisse-moi t'aider comme tu m'as aidé. Pas par pitié, mais parce que je te considère comme de la famille. Le mot « famille » des lèvres de Thiago a frappé comme une lame. Non pas pour blesser, mais pour couper à travers les murs que j'avais construits autour de moi. Famille. La chose que je pensais avoir perdue quand mes parents m'ont tourné le dos. Quand notre maison a été balayée par la tornade. Mais maintenant, debout devant Thiago, j'ai réalisé que la famille n'était pas seulement le sang. C'étaient les gens qui étaient à vos côtés, même quand le monde s'effondrait. Je me suis détourné, cachant les larmes qui montaient, une bataille faisant rage entre la fierté d'un homme qui s'était toujours débrouillé seul et l'épuisement d'un père et d'un mari au bord du désespoir. J'ai pensé à Alexis, Emma et Randy qui enduraient tant. Et j'ai pensé à ma promesse, une promesse que j'avais commencé à craindre de ne pas pouvoir tenir. D'accord, ai-je dit, ma voix tremblant, presque un murmure. Merci, Thiago. Je ne sais pas quoi dire. Il a souri, me tapotant l'épaule, ses yeux s'illuminant comme si un poids s'était levé. Ne me remercie pas. Ce n'est que la première étape. Allez. Tu dois mettre ta famille en sécurité. Ils méritent mieux. Et toi, Coulter, tu mérites une chance de recommencer. J'ai hoché la tête, sentant une lourde pierre se soulever de mon cœur. J'ai regardé Thiago, le garçon que j'avais sauvé une nuit de pluie, maintenant debout ici, apportant la lumière à mes jours les plus sombres. Son offre n'était pas seulement un appartement ou de l'argent. C'était un tournant, une chance de reconstruire un foyer pour Alexis et les enfants, non seulement à partir des décombres, mais à partir de la gentillesse que j'avais autrefois semée, sans jamais m'attendre à ce qu'elle fleurisse si brillamment. Nous nous sommes dirigés vers la voiture élégante de Thiago, moi serrant toujours la photo de famille, le cœur lourd mais vacillant d'espoir. Il a ouvert la portière, me faisant signe d'entrer. « Allons-y, Coulter » a-t-il dit, sa voix douce mais certaine. Aujourd'hui est un nouveau jour. Le trajet de retour à l'abri où Alexis et les enfants attendaient était lourd d'anticipation. Lorsque Thiago s'est garé devant le gymnase, j'ai vu Alexis à l'entrée, tenant Randy dans ses bras, Emma debout à côté d'elle, serrant sa poupée déchirée. Les yeux d'Alexis se sont illuminés d'un mélange de curiosité et d'inquiétude alors que je sortais de l'élégante voiture de luxe. Je me suis agenouillé devant les enfants, forçant un sourire. Les enfants, papa a quelque chose à vous dire. Je me suis tourné vers Alexis, lui prenant la main, ma voix tremblante. Ma chérie, voici Thiago. C'est le gamin que nous avons aidé il y a 7 ans. Maintenant, il veut nous aider. Thiago s'est avancé en souriant à Alexis. Alexis, tu te souviens de moi? Le gamin pour qui tu as fait du thé au gingembre? Alexis s'est figé, puis son visage s'est illuminé, des larmes brillant. Thiago, c'est vraiment toi, a-t-elle murmuré en le serrant dans ses bras comme un parent perdu de vue depuis longtemps. Emma et Randy ont regardé Thiago, curieux mais timides.
Je les ai serrés contre moi en disant doucement, oncle Thiago va nous aider à avoir une nouvelle maison. Un meilleur endroit que celui-ci. Les yeux d'Emma ont pétillé. Vraiment, papa? Une vraie maison? Randy a tiré sur ma main, sa voix petite. J'aurai une chambre? J'ai hoché la tête, ravalant mes émotions. Oui, mon grand. Des chambres pour vous deux. Thiago nous a conduits à un complexe d'appartements haut de gamme dans le centre-ville de Wichita, où des tours de verre étincelantes s'élevaient contre un ciel bleu. Quand il a ouvert la porte d'un appartement au 10e étage, j'ai eu du mal à en croire mes yeux. L'espace était lumineux et spacieux, avec des murs d'un blanc immaculé, des parquets polis et de grandes fenêtres donnant sur la ligne d'horizon de la ville. Le salon avait un canapé en cuir moelleux. La cuisine était moderne, avec un réfrigérateur et un four bien approvisionnés. Et il y avait 3 chambres, chacune avec des lits douillets et du linge de maison frais. Emma et Randy ont couru à l'intérieur, poussant des cris de joie devant l'espace. Emma a sauté sur un lit, serrant sa poupée déchirée en riant. Papa, ce lit est tellement plus confortable que celui de l'abri. Randy a tiré Thiago vers une fenêtre en pointant du doigt, oncle Thiago, je peux voir toute la ville d'ici. Alexis se tenait à côté de moi, la main sur la bouche, des larmes coulant sur ses joues. Coulter, comment l'as-tu trouvé, a-t-elle murmuré, la voix tremblante. J'ai raconté comment Thiago m'avait trouvé au milieu des décombres. Son parcours d'un garçon sans abri à un jeune millionnaire. Alexis m'a serré fort dans ses bras, comme pour s'assurer que ce n'était pas un rêve. Tu as fait ce qu'il fallait, Coulter, a-t-elle dit, la voix étranglée. Et maintenant, ça nous revient. Ses premiers jours dans le nouvel appartement, c'était comme vivre dans un autre monde. Après des nuits dans l'abri chaotique remplies de pleurs et de disputes, le calme de l'appartement était comme un baume cicatrisant. Alexis a préparé notre premier dîner dans la nouvelle cuisine. Des spaghettis simples à la sauce tomate, mais pour les enfants, c'était un festin. Emma et Randy étaient assis autour de la table de la salle à manger, riant et partageant des histoires sur ce qu'ils voulaient faire dans leur nouvelle maison. Emma a déclaré qu'elle peindrait un tableau pour le salon tandis que Randy insistait pour avoir un poisson rouge. Je les ai regardés, un soulagement m'envahissant, bien que teinté de malaise. Cet appartement, ces repas, tout cela était grâce à Thiago. Je n'étais pas habitué à compter sur les autres, et chaque regard autour de l'espace luxueux me faisait me demander si je le méritais. Un soir, après que les enfants se soient endormis, Alexis et moi étions assis sur le canapé, les lumières de la ville scintillant à travers la fenêtre. Elle a tenu ma main, ses yeux doux. Tu es moins tendu, Coulter, a-t-elle dit. Je ne te vois plus rester éveillé toute la nuit. J'ai souri, mais mon cœur était toujours lourd. Je suis toujours inquiet, ma chérie. C'est trop. Thiago fait tout ça pour nous, mais j'ai l'impression de ne pas le mériter. Je ne suis qu'un agent de sécurité. Je n'ai jamais imaginé vivre dans un endroit comme celui-ci. Alexis a serré ma main, sa voix ferme. Tu n'es pas seulement un agent de sécurité, Coulter. Tu es l'homme qui a sauvé Thiago, qui lui a donné de l'espoir. Tu es celui qui a maintenu cette famille unie quand le monde s'est effondré. Tu mérites cela, et les enfants aussi. Ces mots m'ont fait taire. J'ai pensé à l'abri, gardant notre dernière bouteille d'eau, nos couvertures pour protéger ma famille. J'ai pensé aux yeux effrayés d'Emma, à la question de Randy. Quand aurons-nous une nouvelle maison? Maintenant, ils avaient un endroit où jouer, où dormir profondément, et leur sourire était plus éclatant que jamais. Thiago nous a rendu visite ce week-end, apportant un panier de fruits et des jouets pour les enfants. Emma et Randy l'ont remercié avec empressement, l'entraînant dans leur chambre pour lui montrer un château qu'ils avaient construit avec des oreillers. J'ai regardé, le cœur réchauffé, mais toujours mal à l'aise. Quand les enfants sont partis jouer, j'ai attiré Thiago sur le balcon, cherchant mes mots. Thiago. J'ai commencé en hésitant. Je ne sais pas comment te remercier. Cet appartement, tout. C'est trop. Je n'ai pas l'habitude de recevoir de l'aide comme ça. Thiago m'a regardé, ses yeux aussi sincères que le jour de nos retrouvailles. Coulter, tu m'as sauvé. Pas seulement ma vie, mais mon âme. Tu m'as montré que j'avais de la valeur même quand j'étais un gamin sans abri. Maintenant, c'est à mon tour de faire ça pour toi. Il a fait une pause en souriant. Disons qu'on est quitte. D'accord? J'ai ri, le premier vrai rire depuis des jours, sentant un poids se soulever. Quitte, alors,
ai-je dit en lui tapant sur l'épaule. À ce moment-là, j'ai réalisé que Thiago ne nous avait pas seulement donné un endroit où rester ou la sécurité. Il nous avait donné de l'espoir. L'espoir que ma famille puisse se relever, que je puisse tenir ma promesse à Alexis et aux enfants. L'appartement est lentement devenu un véritable foyer, même si temporaire. Emma a commencé à peindre des tableaux colorés, les accrochant au mur. Randy a trouvé un coin pour ses Legos, construisant des vaisseaux spatiaux dont il rêvait. Alexis a de nouveau chanté des berceuses, sa voix douce et stable, ne tremblant plus comme à l'abri. Un matin, alors que je préparais du café dans la cuisine lumineuse, Thiago est apparu avec un sourire radieux, tenant une pile de documents. « Coulter », a-t-il dit, la voix débordant d'excitation. « As-tu pensé à la suite ? Je veux dire, au-delà d'attendre l'assurance ou de retourner à ton travail de sécurité ?» Sa question m'a pris au dépourvu. Honnêtement, je n'avais pas osé penser aussi loin. Les jours à l'abri m'avaient obligé à me concentrer uniquement sur la survie de chaque instant. Et maintenant, dans cet appartement, je m'adaptais encore au sentiment de sécurité temporaire. Pas encore, ai-je répondu en hésitant. Je retournerai probablement à mon poste d'agent de sécurité au supermarché. Je n'ai pas beaucoup d'options. Thiago m'a regardé, son regard vif mais pas jugeur. Coulter, tu as plus d'options que tu ne le penses. Je veux que tu travailles avec moi dans mon entreprise, non pas comme agent de sécurité, mais dans un vrai rôle dans la finance et l'investissement. Je crois que tu peux le faire. Son offre m'a frappé comme une rafale de vent, à la fois surprenante et désorientante. Finance, investissement, ai-je répété, riant presque de l'absurdité de la chose. Thiago, je ne suis qu'un agent de sécurité de supermarché. Je ne suis jamais allé à l'université, je n'ai jamais touché à des choses comme l'analyse de marché ou la gestion d'actifs. Je vais tout gâcher. Mais Thiago a secoué la tête, ses yeux inébranlables. Coulter, tu n'as pas besoin d'un diplôme pour réussir. Tu as quelque chose qu'aucune école ne peut t'enseigner, le travail acharné, l'honnêteté et la capacité à lire les gens. Je t'ai entendu parler de la gestion de situations difficiles à l'abri, de la protection de ta famille, de ton calme quand tout était chaos. Ce sont de vraies compétences. Je t'apprendrai tout, depuis les bases. Dis juste que tu essaieras. Je l'ai regardé, cherchant une raison de dire non, mais sa sincérité m'a arrêté. J'ai pensé à Alexis. À ses nuits blanches à s'inquiéter pour l'argent. À Emma et Randy qui méritaient un meilleur avenir. D'accord, ai-je dit, la voix tremblante. J'essaierai. Mais si je me plante, ne m'en veux pas, Thiago a ri en me tapant sur l'épaule. Tu ne te planteras pas, Coulter. Je te fais confiance comme tu m'as fait confiance. Mon premier jour dans l'entreprise de Thiago, j'avais l'impression d'être un poisson jeté sur la terre ferme. Le bureau se trouvait dans une imposante tour de verre au centre-ville de Wichita, remplie de gens élégamment vêtus qui parlaient de chiffres et de graphiques que je ne pouvais pas comprendre. Thiago m'a installé dans un petit coin avec un rôle modeste. Assistant d'analyse de données, un titre qui sonnait grandiose mais qui consistait principalement à saisir des chiffres et à lire des rapports. Vas-y doucement, Coulter, a-t-il dit. Apprends étape par étape. Je suis là. Ces premières semaines ont été une lutte. Des termes comme « retour sur investissement » ou « analyse des risques » me faisaient tourner la tête. Mais fidèle à sa parole, Thiago m'a patiemment guidé. Chaque après-midi après le travail, il restait tard, m'expliquant les concepts dans les termes les plus simples, comme s'il enseignait à un enfant. La finance n'est pas de la magie, Coulter, a-t-il dit. C'est juste la gestion de l'argent et des opportunités. Lentement, j'ai commencé à comprendre. J'ai appris à lire les graphiques boursiers, à analyser les données pour prendre des décisions d'investissement. J'ai découvert ce que Thiago appelait mon « intuition pratique », un don pour repérer de petits détails que les autres manquaient, comme la façon dont j'attrapais les voleurs à l'étalage au supermarché. Lors d'une réunion, alors que l'équipe débattait d'investir dans une start-up, j'ai timidement pris la parole. Ils font beaucoup de publicité, mais leurs chiffres de revenus sont fragiles. Je pense que nous devrions être prudents. La pièce est devenue silencieuse. Puis Thiago a hoché la tête, les yeux brillants. Bonne remarque, Coulter. Tes instincts sont justes. Après cela, on m'a confié plus de responsabilités, de l'analyse de rapports à la participation à des réunions de stratégie. Pour la première fois, j'avais l'impression d'entrer dans un nouveau monde, un monde de réunions à enjeux élevés,
de grandes décisions et de chiffres qui pouvaient changer des vies. D'un agent de sécurité de nuit qui tirait le diable par la queue, j'ai commencé à me sentir en confiance. J'ai appris à porter un costume, même si cela me semblait maladroit au début. J'ai appris à parler aux investisseurs, même si ma voix tremblait encore légèrement. Thiago me traitait non seulement comme un employé, mais comme un frère. Il m'invitait à déjeuner, partageant des histoires de ses débuts en tant que start-up, de ses peurs et de sa persévérance. « Tu peux le faire aussi, Coulter », a-t-il dit. « Tu dois juste croire en toi. » Le changement ne m'a pas seulement affecté. Il a touché ma famille. Alexis a remarqué que je rentrais à la maison en souriant davantage, n'étant plus accablée par la tension des nuits blanches à l'abri. Elle s'est sentie assez en sécurité pour reprendre son travail d'infirmière à temps partiel, sachant que j'avais une nouvelle voie. Emma et Randy ont été transférés dans une meilleure école grâce au soutien financier de Thiago. Emma s'extasiait sur son nouveau professeur et ses cours d'art, tandis que Randy me racontait avoir marqué son premier but dans l'équipe de football de l'école. « Papa, je vais être le meilleur joueur », a-t-il déclaré, les yeux brillants. Je l'ai serré dans mes bras, mon cœur gonflé d'une joie que je n'avais pas ressentie depuis la tornade. Chaque soir, assis avec Alexis sur le canapé, je partageais des histoires sur le travail, ce que j'apprenais, comment Thiago croyait en moi. « Tu changes, Coulter », a-t-elle dit, sa main dans la mienne. « Je te vois plus confiant, comme si tu trouvais une partie de toi que tu ne connaissais pas », j'ai souri en l'embrassant sur le front. « C'est grâce à Thiago. Grâce à toi et aux enfants. C'est pour vous que je continue d'essayer. » En y repensant, j'ai réalisé que ce n'était pas seulement une question de se remettre d'une perte. C'était un véritable tournant. Une chance non seulement de survivre, mais de transformer ma vie. D'un agent de sécurité qui baissait la tête, j'ai commencé à rêver d'un avenir plus grand. Un avenir où je pourrais donner à Emma et Randy une vie que je n'avais jamais osé imaginer. Thiago ne m'a pas seulement donné un travail. Il m'a donné une vision, la conviction que je pouvais accomplir plus que je ne l'avais jamais cru possible. 4 ans ont passé et j'ai atteint un poste important dans l'entreprise financière de Thiago, gérant de grands projets d'investissement avec un salaire qui nous a permis d'acheter une maison spacieuse dans la banlieue de Wichita. Non plus un refuge temporaire, notre nouvelle maison avait un jardin de marguerites éclatantes, amoureusement entretenu par Alexis, une grande cour où Emma et Randy jouaient, et un chiot nommé Sonny que les enfants adoraient. Ma famille s'est épanouie, heureuse, et pour la première fois, je me suis senti vraiment digne de ce que nous avions. Mais un samedi après-midi, alors que je réparais la clôture en bois dans le jardin, le bruit d'un moteur de voiture est venu du portail. J'ai levé les yeux, mon cœur s'arrêtant alors que je voyais mes parents sortir d'une vieille berline, suivis de mon frère Vincent, de sa femme et de leurs 2 enfants. Pendant 4 ans, ils m'avaient à peine contacté. Pas un appel, pas un texto depuis le jour où ils avaient refusé d'abriter ma famille après la tornade. J'ai essuyé la sueur de mon front, essayant de rester calme, mais de vieux souvenirs ont surgi comme une vague. Alexis, arrosant les plantes dans le jardin, s'est arrêté, ses yeux vacillant d'inquiétude en les reconnaissant. « Coulter », a-t-elle murmuré. « Qu'est-ce qu'ils font ici ?» J'ai pris une profonde inspiration et je me suis dirigé vers le portail. « Maman, papa, Vincent », ai-je dit, ma voix égale masquant mes émotions. Ma mère a souri, mais c'était trop doux, trop étranger par rapport à ce dont je me souvenais. « Coulter, mon cher », s'est-elle exclamée en ouvrant les bras pour une étreinte. Son étreinte était froide, plus rituelle qu'affectueuse. « Regarde-toi. Si réussi. Cette maison est magnifique. Vraiment de quoi être fier. » Mon père se tenait derrière elle, hochant la tête, son sourire forcé. « Bon travail, mon fils », a-t-il dit, sa voix sèche comme si elle était prononcée par obligation. Vincent m'a tapé sur l'épaule, son sourire ne parvenant pas à cacher une lueur d'envie dans ses yeux. « Tu es une vraie surprise, Coulter », a-t-il dit, son ton teinté de sarcasme. « Qui aurait cru que tu irais si loin ? Je les ai invités à l'intérieur, non par désir, mais parce que je ne voulais pas qu'Emma et Randy me voient me disputer avec eux. » Les enfants ont accouru, curieux de voir leurs grands-parents et leur oncle Vincent, mais ils n'étaient pas aussi bavards qu'ils l'avaient été 4 ans auparavant. Ils sentaient la distance, même s'ils ne la comprenaient pas entièrement. Alexis a préparé du thé et a sorti des biscuits, mais le salon semblait lourd, comme si tout le monde jouait dans une pièce que personne ne voulait regarder. Ma mère a commencé avec des questions apparemment inoffensives. « Que fais-tu dans cette entreprise, Coulter ?
J'entends dire que c'est une grande, n'est-ce pas? Bon salaire. Elle a souri, mais ses yeux m'étudiaient comme si elle calculait ma valeur. Mon père a posé des questions sur la maison, les prix de l'immobilier, les investissements. Un endroit comme celui-ci doit coûter une fortune, hein? A-t-il dit en balayant du regard le salon où notre photo de famille était fièrement accrochée au mur. Vincent était plus direct. Il s'est assis, les jambes croisées, les doigts tapotant la table, posant des questions empreintes de curiosité mais lourdes d'intention. Votre entreprise doit avoir de bonnes affaires, n'est-ce pas? Vous avez déjà pensé à partager des opportunités d'investissement avec la famille? Il a souri, mais ses yeux étaient froids, comme s'il m'évaluait. Ma vie. Je veux dire, la famille devrait rester unie, s'entraider, n'est-ce pas, a-t-il ajouté, son ton suggestif. Alexis s'est assise à côté de moi, me serrant la main sous la table, m'exhortant à rester calme. Mais je n'avais pas besoin de me mettre en colère. Je connaissais trop bien leur manière. Comment ils m'avaient tourné le dos quand j'en avais le plus besoin. Comment ils avaient choisi Vincent parce qu'il était arrivé le premier. J'ai écouté, mais à l'intérieur, tout était clair. Ils n'étaient pas là parce qu'ils s'ennuyaient de moi ou voulaient renouer le contact. Ils sont venus parce qu'ils avaient entendu parler de mon succès, vu la nouvelle maison, savaient que je travaillais pour une grande entreprise. Leurs douces paroles, tu nous rends si fiers. La famille devrait être plus proche, était un vernis pour leurs calculs. Vincent, en particulier, ne pouvait cacher son envie. Quand j'ai brièvement mentionné mon travail et les projets que je gérais, il a serré les poings, ses lèvres se sont contractées. Tu as eu de la chance, Coulter, a-t-il dit, la voix amère. Qui aurait cru qu'un agent de sécurité pourrait monter si haut? J'ai eu envie de rire de son sarcasme, mais je suis resté silencieux. Il ne savait rien des nuits que j'ai passées à étudier des rapports, des jours où j'ai craint de ne pas être assez bon, des moments où je me suis demandé si j'étais sur la bonne voie. Il ne connaissait pas la sueur, les larmes et le cœur que j'avais mis à construire cette vie. J'ai souri, poli mais froid. Merci de votre visite, ai-je dit, ma voix égale. Mais nous allons bien. Alexis, Emma, Randy et moi, nous avons construit notre propre vie. Nous n'avons besoin de rien de plus. Ma mère s'est figée, ses yeux vacillants d'inquiétude. Coulter, que veux-tu dire? Nous sommes de la famille. Les familles s'entraident. Vincent a sauté sur l'occasion, sa voix s'élevant presque de colère. Tu ne peux pas tourner le dos à la famille, mec. Je veux dire, on pourrait travailler ensemble, faire des affaires. Tu as des relations dans cette grande entreprise. Partage un peu. Ça ne te coûtera rien. J'ai regardé dans ses yeux, voyant la même envie, le même égoïsme que je connaissais depuis l'enfance. Il n'avait pas changé. Toujours le Vincent qui voulait ce que j'avais mais qui n'avait jamais partagé quand j'étais dans le besoin. Je me suis levé, gardant mon sourire poli mais ferme. J'accorde de la valeur à la famille, ai-je dit, ma voix calme mais résolue. Mais j'ai appris que la famille n'est pas seulement le sang. Ce sont les gens qui sont à vos côtés quand vous êtes au plus bas, pas ceux qui ne se présentent que quand vous êtes au sommet. J'ai fait une pause, regardant mes parents, Vincent. Il y a 4 ans, quand ma famille a tout perdu, vous avez choisi de vous détourner. Maintenant, j'ai reconstruit ma vie et je n'ai pas besoin de gens qui ne viennent que pour ce qu'ils peuvent gagner. Mon père a baissé la tête, silencieux, comme s'il savait qu'il n'avait pas le droit de parler. Ma mère a balbutié, cherchant ses mots. Coulter, tu te méprends. On voulait juste. Mais j'ai levé une main pour l'arrêter. Merci d'être venu. Nous avons des choses à faire. Je les ai raccompagnés à la porte, regardant alors qu'ils montaient dans leur voiture. Vincent s'est retourné, les yeux amers, mais je n'ai pas vacillé. Alors que leur voiture disparaissait, je suis rentré pour trouver Alexis à la porte, les yeux pleins de fierté. Tu as fait ce qu'il fallait, Coulter, a-t-elle dit en me serrant dans ses bras. Emma et Randy ont accouru, s'accrochant à mes jambes, et je savais que j'avais fait le bon choix. Debout dans la maison que j'avais construite avec ma sueur et la gentillesse de Thiago, j'ai réalisé quelque chose. Ceux qui m'avaient abandonné dans mes heures les plus sombres ne méritaient pas une place dans ma nouvelle vie. Thiago, Alexis, les enfants, ils étaient ma vraie famille. Ceux qui m'ont tenu la main quand je suis tombé et m'ont aidé à me relever. Je n'avais pas besoin de douces paroles creuses ni de liens de sang calculés. J'avais tout ce dont j'avais besoin ici, dans cette maison. Après cette visite de mes parents et de Vincent,
ils ont continué à essayer de renouer le contact. Ma mère a appelé, la voix douce, demandant des nouvelles d'Emma et de Randy, mais je pouvais entendre la prudence, comme si elle attendait une occasion de glisser une question sur mon travail ou mon argent. Vincent a envoyé des textos suggérant que nous nous rencontrions pour parler de la famille, mais je savais qu'il cherchait des détails sur mes projets d'investissement. Une fois, ma mère a même envoyé une longue lettre prétendant qu'elle et mon père regrettaient ce qui s'était passé, voulant se réconcilier et recommencer. Mais leurs excuses sont venues trop tard, trop creuses. Je n'ai pas répondu, non par colère, mais parce que j'avais appris une dure leçon. La famille ne compte que lorsqu'elle est construite sur la sincérité, pas sur l'égoïsme ou le calcul. J'ai choisi de protéger ma petite famille. Alexis, Emma, Randy et même Thiago. Ce sont eux qui étaient à mes côtés quand le monde s'est effondré. Je me souviens de ce jour à l'abri, des yeux confus d'Emma demandant « Papa, mamie et papy ne veulent pas de nous ?» Je me suis souvenu des nuits où je suis resté éveillé, gardant notre dernière bouteille d'eau. Et j'ai pensé à Thiago, le garçon que j'ai sauvé une nuit de pluie, maintenant un ami, un frère, qui m'a donné une chance de transformer ma vie. Ces souvenirs m'ont rappelé que la famille n'est pas un titre. C'est de l'action. Les gens qui vous tiennent la main pendant la tempête. Un après-midi de printemps, je me tenais devant notre nouvelle maison, regardant Emma et Randy jouer dans la cour. Emma, qui avait maintenant 12 ans, apprenait à Randy à faire des bulles de savon. Leur rire résonnait dans le jardin de Marguerite d'Alexis. Sunny, notre chiot, courait autour de leurs pieds, aboyant à chaque fois qu'une bulle éclatait. Alexis est sorti de la cuisine, portant un plateau de limonade, son sourire aussi radieux que le soleil. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» a admiré la vue, a-t-elle taquiné en posant le plateau sur la table en bois. Je l'ai serré contre moi, l'embrassant sur le front. « J'admire notre famille, ai-je dit, ma voix chaleureuse. Et je pense que je suis l'homme le plus chanceux du monde. » Mon cœur était en paix, comme si de vieilles blessures avaient finalement guéri. Cette maison, avec les peintures d'Emma sur les murs, les modèles Lego de Randy et le jardin d'Alexis, était plus qu'un lieu de vie. C'était la preuve de ce que j'avais surmonté, de la gentillesse de Thiago et de l'amour que ma famille avait maintenu à travers toutes les tempêtes. J'ai pensé à mes parents, à Vincent, aux fois où ils se sont détournés. Mais ces souvenirs ne me faisaient plus mal. Ils faisaient juste partie du passé, une leçon pour chérir ceux qui comptaient vraiment. Thiago nous a rendu visite ce week-end, comme d'habitude, apportant un nouveau jeu d'échecs pour Randy et des aquarelles pour Emma. Il était devenu une partie intégrante de nos vies. Pas seulement un sauveur, mais un véritable ami, un frère. Quand les enfants ont couru à l'intérieur pour jouer avec leurs cadeaux, j'ai attiré Thiago dans la cour, parlant comme des parents perdus de vue depuis longtemps. « Tu sais, ai-je dit, la voix basse. Je pense encore au jour où tu m'as trouvé dans les décombres. Je n'aurais jamais imaginé qu'un petit geste d'il y a des années mènerait à tout ça. » Thiago a souri, les yeux brillants. « Coulter, ce n'était pas un petit geste. Tu m'as sauvé, pas seulement du froid, mais du désespoir. Tu m'as montré que la gentillesse était réelle, et j'essaie juste d'être à la hauteur. Toi, Alexis, les enfants, vous êtes ma famille, de sang ou non. » Ces mots m'ont touché le cœur, affirmant que la famille, ce ne sont pas ceux qui vous donnent naissance, mais ceux qui sont à vos côtés, même quand le ciel tombe. J'ai regardé autour de notre maison, entendant les rires d'Emma et de Randy, sentant la chaleur d'Alexis à côté de moi, et voyant Thiago, l'homme qui a transformé ma vie de cendre en un foyer radieux. J'ai réalisé une vérité claire. La famille ne concerne pas des titres comme « parents » ou « frères ». Il s'agit d'action et de compassion. La tornade d'il y a 4 ans a emporté notre maison, mais elle n'a pas pu emporter ma dignité ni le véritable amour que j'ai trouvé en Alexis, les enfants et Thiago. Les choses les plus précieuses, la gentillesse, la résilience et l'amour.